Salut à tous, c'est Yanis qui vous présente le basket européen comme vous l'avez tout simplement jamais vu. Aujourd'hui, c'est le retour de la série des French Teams, avec au passage la fin du top 16 et le début des playoffs en Eurocoupe. C'est pour ça que cette semaine il risque d'y avoir pas mal d'épisodes et la semaine prochaine aussi, donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer, puisque aujourd'hui on parlera de la Gielbourg, mais il y aura sans doute un épisode sur Nanterre, sur les Mets et sur Monaco qui arrive très rapidement. On est tout de suite parti pour le 10e épisode des French Teams. Et oui, déjà le 10e. Bon, on commence cette première partie en vous parlant du débrief, du bilan, mais aussi du mercato. Et au niveau du mercato, la Gielbourg a vu l'arrivée d'Ivan Bouva qui a joué les 4 premiers matchs du top 16. Je vais pas revenir sur ce joueur parce qu'il a fait des bonnes statistiques, mais globalement voilà, c'est 4 matchs, il a pas joué d'autres matchs dans la saison, c'est un joueur de très grande qualité. Donc je vais pas en dire plus. Il a remplacé Alen Omic qui était de part et d'autre blessé. On a aussi vu le départ de Kadim Allen, mais malheureusement la Gielbourg n'a pas eu le temps de signer un pigiste médical. Elle a signé il y a récemment Cody Miller-McIntyre qui ne jouera donc pas l'Eurocoupe et qui n'a pas pu jouer, sinon il aurait été d'une grande aide en provenance du Partizan Belgrade. Bon, globalement au niveau du bilan, c'est un bilan clairement pas à la hauteur. 0 victoire, 6 défaites dans le top 16, des grosses défaites. Une grosse défaite contre le Virtus Bologne, notamment hier, au moment où j'enregistre cette vidéo. Une grosse défaite contre Buduknos, si je dis pas de bêtises, et contre CD Vitol Impera Ljubljana. Après, ils ont réussi à accrocher quelques petits matchs par-ci par-là, à les provoquer des prolongations. Mais globalement, il n'y a pas de victoire au final, et ça reste quand même un niveau de jeu assez faible. Bon, avant de les saquer, je vais parler tout simplement des tops, des joueurs qui ont réussi quand même à se montrer pas mal, malgré le fait que cette équipe elle ait gagné aucun match dans le top 16. Il y a un joueur qui m'a particulièrement satisfait, c'est Maxime Courby, un joueur qui est très efficace à 3 points, bon sauf dans son dernier match contre le Virtus Bologne, mais globalement il tourne à 10,6 points, 55% à 3 points, avec pas mal de shoots tentés, 78% à 2 points et 4,2 rebonds. C'est un joueur qui a été brillant, qui a aidé fortement la Gielbourg dans ce top 16, à résister. Il a un peu imposé son jeu, il s'est aussi imposé dans l'effectif, et voilà. C'est pour ça que je remarque fortement la présence de Maxime Courby. Deuxième joueur, j'ai parlé de l'anglais Thomas Scrubb. Thomas Scrubb, jusqu'à présent, voilà, il n'était pas énormément présent, mais de par sa grande taille, je l'ai vu prendre énormément de rebonds offensifs, des rebonds, et je l'ai vu très efficace. Et c'est pour ça que j'aimerais noter aussi sa présence, avec en moyenne 15 points, 4,5 rebonds pour 20 d'évaluation sur le top 16, soit la meilleure évaluation de l'équipe. Et oui, même devant Danilo Andjusic. Bon voilà, je mets que ces deux joueurs en top. Après, il y a des joueurs qui ont été plus ou moins bons et plus ou moins réguliers. C'est le cas de Zachary Peacock qui a été capable de mettre 29 points c'était contre Buduknos, si je dis pas de bêtises, et qui a été capable de faire des moins bonnes performances, voilà, des joueurs vraiment très irréguliers. Donc c'est pour ça que Maxime Courby et Thomas Scrubb sont pour moi les deux seuls à entrer dans cette catégorie des tops. Bon, passons désormais dans les flops, et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu as mis Danilo Andjusic? Je comprends pas, il a fait un bon top 16, il marque 16,8 points de moyenne, il tourne à 18 d'éval, enfin bon, c'est plutôt bon comme statistique. Certes, mais Danilo Andjusic, si vous voyez les matchs de la Gielbourg, c'est un gros croqueur. Danilo Andjusic, il mange du ballon par match, il shoot pas mal de 3 points, avec notamment un très beau 0 sur 6 à 3 points contre le Virtus Bologne hier, alors qu'il est en moyenne à 26% sur la compétition, il terminera à 20% à 3 points, un pourcentage à 3 points très faible quand on connaît les talents de shooter de Danilo Andjusic. Je pense qu'il aurait dû un petit peu plus hausser la barre, faire aussi un peu plus tourner la gonfle que de prendre que des shoots pour lui. Et quand on sait aussi qu'il a 3,5 pertes de balles par match, alors que c'est pas un meneur et qu'il évolue plus sur un poste d'arrière, certes il a voulu prendre ses responsabilités, mais malheureusement je pense qu'il aurait dû plus passer la gonfle à des joueurs plus en confiance comme Scrubb ou Courby, ou même qu'il aurait plus dû jouer à l'intérieur sur un Pelouse, sur un Omic quand il était de retour ou sur un Bouva, que de prendre des shoots et voilà, de terminer à 20% à 3 points le top 16. Deuxième flop, j'ai mis Zach Rice. Malheureusement c'est un meneur américain que j'adore, mais qui n'a pas été à la hauteur dans ce top 16. C'est-à-dire que cumuler seulement 5 points, 3 passes, pardonnez-moi, alors que c'est censé être un meneur titulaire de très haut level, de très grande expérience, même Hugo Benitez fait des meilleures statistiques que lui. C'est-à-dire que Hugo Benitez, il a 5,6 points, 3,8 passes, lui qui a réussi à se montrer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur lui, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur la chaîne YouTube. Mais voilà, Zach Rice n'a pas réussi à imposer son talent de meneur titulaire alors qu'il est capable de rivaliser avec Milos Teodosic quand il est dans son prime. Bon là je ne lui demande pas non plus d'être dans son prime,
Mais voilà, je reproche aussi son adresse à 3 points. Il a tenté de 10 3 points, il en a mis 0. Zach Wright, c'est un joueur qui est capable de faire de très bons matchs, comme de très mauvais matchs, et ce top 16, bah ça n'a pas été réussi, et ça lui a pas réussi. Bon, dans cette dernière partie, qui est centrée de base sur l'avenir et sur le futur de ce club, je vais faire plutôt un récap de la saison, puis je parlerai de l'année prochaine, au passage. Donc au niveau du récap de la saison, une très très bonne saison régulière. Bon, il y a eu des petites défaites par-ci par-là contre Badalone, contre Kazan, mais globalement dans une poule très relevée, notamment avec Kazan et Badalone comme je me répète, et le Partizan Belgrade aussi, ils ont su faire face, voilà, à une très bonne saison régulière. Un des clubs, ils ont été d'ailleurs nommés par tous les coachs et les general managers club surprise de cette saison. Ils sont arrivés au top 16. Moi je croyais en eux, hein. Honnêtement, quand j'ai vu une poule avec Budućnost et le CD Vita Olimpija Ljubljana, je me suis dit bon, allez, pourquoi pas finir deuxième derrière le Virtus Bologne, sait-on jamais. Puis les mauvaises nouvelles sont annoncées, Kadim Allen part, Omic blessé, Ivan Buvak arrive, Andjusic qui a aussi un petit pépin, voilà. Bon, c'était globalement un top 16, ils auraient pu au moins aller chercher un ou deux matchs, ils ont perdu en prolongation, des fins de match mal gérées. Mais voilà, ça restera une belle première expérience européenne pour un club qui découvrait cette compétition, et je pense que honnêtement, voilà, je voudrais les encourager à continuer. En plus, on risque de les voir l'année prochaine, ça je vais en parler un tout petit peu après. Mais voilà, vraiment, premier début de saison, voilà, bien, entre guillemets, et deuxième partie de saison un petit peu plus compliquée. C'est vrai que je suis un petit peu déçu dans le sens où les playoffs étaient atteignables et que c'était pas une poule avec des très gros noms, dans le sens où ils auraient pu très bien tomber dans la poule avec Monaco, Badalone et Nanterre, et dans ce cas-là être dans une poule de très très haut level, mais c'est pas le cas, donc voilà. Un club de Français en moins, mais un club français qui s'est bien battu, qui a montré de belles choses comme de mauvaises choses. Je leur souhaite tout le meilleur dans la suite de la saison, notamment en JP Elite, puisque je sais que c'est un club qui a montré un réel niveau cette saison, notamment en battant Nanterre dimanche dernier. Voilà, j'espère qu'ils vont aller tout faire pour gagner le championnat de France. Je ne sais pas, il y a du très haut niveau aussi. En tout cas, vu leur classement, ils risquent d'être en Eurocoupe la saison prochaine. C'est pour ça que voilà, je voulais venir sur ce petit point-là, en disant au revoir, mais à très bientôt, puisqu'on risque de les revoir très rapidement, puisque l'Eurocoupe sélectionne les meilleures équipes de chaque championnat qui ne sont pas en Euroleague. Il y en a 4 françaises. Cette année, c'était Nanterre, Monaco, les Mets 92 et la Gielbourg. La Gielbourg, pour l'instant, est dans le top 4 français, si je dis pas de bêtises, du classement de la JP Elite, et risque donc de revenir en Eurocoupe la saison prochaine, sauf s'ils font vraiment une fin de saison catastrophique. Donc globalement, voilà, j'espère les revoir très vite, à la saison prochaine, et ça va un petit peu terminer cet épisode au final. Bon voilà, un épisode des French Team plutôt court, en même temps, je pouvais pas aborder non plus toute la Gielbourg, j'ai rien d'autre à dire à part le fait que le jeu, voilà, il y a beaucoup de choses qui leur ont manqué dans ce top 16, voilà. Je leur souhaite de retrouver la compétition européenne la saison prochaine. En tout cas, je vous dis, restez abonnés, restez connectés sur cette chaîne YouTube, puisqu'il y aura un épisode qui sortira demain sur Nanterre 92, et après-demain sur les Mets, et après-demain sur Monaco. Ou Monaco peut-être avant les Mets, enfin bon, je verrai. En tout cas, restez connectés, il y a les 3 autres équipes qui arrivent, avec le bilan. Comme d'habitude, tout sera au présent. Allez, moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne de French Basket Europe. Bye.